Comment rencontrer la femme de vos rêves, mode d'emploi. Ça va être la thématique de cet audio. J'étais en train de lire un témoignage d'une personne qui s'appelle Aurel, qui se reconnaîtra parce que je pense qu'il suit ce Telegram, donc sur la communauté privée. Aurel qui avait rejoint notre programme de coaching principal Abondance et qui, 4 mois après, fait le bilan. Et alors son message est très long. Pour ceux qui sont sur la communauté, je vous renvoie au message pour avoir le détail. Moi, je vais vous synthétiser 2-3 choses que je trouve extrêmement pertinentes dans ce qu'il a dit. Et je voudrais associer ça notamment aux différents modes de rencontre et au fait que le monde a changé ces dernières années et qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'en sont pas rendus compte. Et tiens, ça d'ailleurs, ça date de il y a à peine une semaine. Il y a une semaine, j'étais à un apéro et je rencontre un mec qui me connaissait pas, puis il me demande ce que je fais, etc. Puis je lui dis DDP, rencontre en ligne, etc. Puis là, du coup, il est un peu surpris. C'est putain, énorme, machin. Il savait pas que ça existait, donc du coup, je lui montre. Et il se trouve que cet homme-là est célibataire. Donc du coup, je lui dis écoute, toi, comment ça se passe, tes rencontres, etc. Et puis ensuite, on commence à rentrer dans le sujet. Il commence à me sortir des phrases qui m'ont fait piquer. C'est-à-dire commencer à me sortir des trucs du type mais tu sais, les applis de rencontre, moi je trouve c'est surfait, moi je préfère attendre que les choses se passent parce que j'aime quand les choses sont naturelles, etc. etc. Et il me sort ça comme ça, je regarde, je fais attends, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Et là je crois ça fait 3 ou 4 ans, 3-4 ans qu'il est célibataire. Et je lui dis donc en gros ça fait 3-4 ans que tu attends la bonne rencontre, qu'elle est toujours pas arrivée. Combien de temps tu vas encore attendre, du coup? Parce que du coup, je lui rentre un peu dedans, parce que quand on me sort des... je vais être un peu polarisant, mais quand on me sort des absurdités comme ça, moi, j'aime bien être taquin, j'aime bien rentrer dans l'art. Donc, du coup, je lui rentre un peu dedans en disant, écoute, ça fait 3-4 ans que t'attends, et t'attends quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la matrice? Qu'est-ce que tu attends, etc. Et très, très vite, il s'est braqué. Il a raisonné à l'ego, il a commencé à me dire mais non, mais moi je pense que les choses elles doivent se faire naturellement parce que draguer, moi j'aime pas ça, et puis la séduction, je trouve c'est manipulé, et puis les applis de rencontre, c'est surfait. Moi j'aime bien me promener dans la rue et puis tu croises quelqu'un ou bien je vais faire les courses, etc. Et en fait, il était en train de me décrire un monde imaginaire, un monde qui n'existe que dans sa tête. Parce qu'en fait, le monde qu'il est en train de décrire, c'est-à-dire où il se promène dans la rue, en gros, comme par magie, il trouve l'amour en bas de chez lui, je suis désolé, ça n'existe que dans les films, ça. Et la preuve avec lui, d'ailleurs, c'est, ai-je besoin de faire une démonstration? C'est-à-dire, il était en train de parler de ça, je lui dis, écoute, si ton système, il fonctionnait, si effectivement tu pouvais trouver l'amour en bas de chez toi, naturellement, pourquoi t'es pas en couple? Tu serais en couple si ça marchait. Donc, je suis désolé, mais le fait que tu sois célibataire depuis 3-4 ans, que tu me parles d'un système qui ne marche pas, je suis désolé, c'est juste ton mode opératoire, ça marche pas, quoi. Admets-le. Et en fait, il voulait pas l'admettre. Donc, on en revient à ce que j'ai déjà dit dans un précédent audio, où l'obstacle numéro 1 de la progression des hommes, c'est l'ego. Celui des femmes, c'est le déni, c'est autre chose. Mais les hommes, c'est l'ego. Et donc, du coup, tout de suite, il se protégeait derrière son ego en homme. Non, mais c'est pas à moi de faire ça. Moi, je suis quelqu'un d'intéressant. Si les gens ne le voient pas du premier coup d'œil, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour faire des choses ensemble, parce que moi, j'ai rien à prouver, nanani, nanana. Donc, il me sortait un peu des phrases comme ça. Moi, j'étais là, j'écoutais, je fais ah ouais, d'accord, putain. Et c'est pas la première fois que j'entends ce genre de choses. Vous seriez étonné de la quantité de mecs qui vivent dans un monde imaginaire qui n'existe que dans leur tête et qui n'ont pas compris que le monde a changé. Donc, au moment où je fais cet audio, on est en 2023, le monde dans lequel on est, qu'est-ce que c'est? Regardez, déjà comparant, vous le savez, ça fait 14 ans que je suis dans le game de la séduction, la façon de faire les rencontres il y a 14 ans n'a absolument plus rien à voir par rapport à aujourd'hui, vraiment. Il y a 14 ans, donc ça fait 15 ans maintenant, du coup, quasiment. Putain, déjà 15 ans. Il y a 14 ans, pour faire des rencontres, comment on faisait? Les applis de rencontres, déjà, ça n'existait pas. Instagram n'existait pas. WhatsApp n'existait pas. Facebook n'existait pas encore. Il y a 14 ans, c'était l'époque des Skyblog et de MSN. MSN Messenger, pour ceux qui ont connu. Donc, en gros, c'était ça. Et sinon, il y avait pas 36 manières de faire des rencontres. Quand je me suis intéressé au game de la séduction il y a 14 ans, grosso modo, il y avait que 2 moyens de rencontrer quelqu'un. Il y avait la drague de rue
et la drague de nuit. Et il n'y avait aucun autre moyen que ça. On écartait d'office tout ce qui est cercle social, parce que là, je sais qu'il y a peut-être parmi vous qui vont me dire « Ouais, mais tu vas rencontrer une femme, et bah écoute, regarde dans ton cercle, tu vas en soirée, et puis tu vas rencontrer des nanas, etc. » Ouais, mais pourquoi ça fait des années que je dis que ça ne marche pas, ça? Parce que tout simplement, vous n'avez, pour plusieurs raisons, déjà, vous n'avez aucune maîtrise de ce mode de rencontre, les soirées, etc., en cercle social, vous ne maîtrisez rien. C'est complètement aléatoire. Et bien souvent, malheureusement, en votre défaveur. Donc déjà, c'est aléatoire, vous n'avez aucune maîtrise. Ensuite, on a le problème de l'enceinte close. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une enceinte close, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un cercle social, bah, vous êtes par définition dans un groupe où vous êtes avec des gens que vous êtes amenés à revoir. Et le problème des enceintes closes, c'est que si vous vous plantez, si vous faites une connerie, si vous draguez une nana qui n'est pas intéressée, si vous allez un peu trop vite, si vous sexualisez alors que ça passait pas, si vous faites friendzoner, bah le problème c'est que tout votre groupe va le savoir et vous allez juste être tourné en ridicule. Et ça va se retourner contre vous. Et encore en plus, si vous êtes un peu trop bourrin, vous allez juste passer pour un dragueur. Donc en fait, l'enceinte close, donc c'est-à-dire faire des rencontres dans son cercle social, c'est extrêmement dangereux. Parce que si vous faites la moindre connerie, ça se retourne contre vous. Et alors là, bon courage pour, j'allais dire pour cancel. Je fais une petite taquinerie contre les woke. En fait, vous allez vous faire cancel presque. Vous pouvez potentiellement vous faire cancel du groupe parce que la nana qui va vous rejeter, elle va parler de vous autour, parce que ça, c'est comme ça que ça se passe, et tout le monde va être au courant. Vous allez avoir soit l'image d'un dragueur, soit l'image d'un mec qui s'est fait friendzoner, mais dans les deux cas, vous êtes mort, quoi. Donc, dans les cercles sociaux, ça va très très vite. Ensuite, les autres modes de rencontre, qu'est-ce qu'on a? À part les cercles sociaux, donc ça on élimine. Et puis surtout, dernier problème, le cercle social, vous en faites vite le tour. C'est très rapide. Et à moins que vous fassiez 3 soirées par semaine, ne comptez pas dessus pour rencontrer quelqu'un. Ensuite, qu'est-ce qui est resté à l'époque? Donc, drague de rue, drague de soir, on va en parler après. Cercle social, on élimine pour les raisons que je vous ai dit. Ensuite, il reste quoi? Il reste le travail. Bon, déjà, à l'époque, moi, j'étais étudiant, je travaillais pas. Donc, il y avait encore les étudiantes. Mais une fois que vous êtes plus étudiant, que vous êtes dans le monde du travail, vous changez de planète. Le monde du travail, c'est un monde de requins où chacun pense à son intérêt personnel et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous faites une connerie dans la boîte dans laquelle vous êtes mort. Combien de fois j'ai vu dans ma carrière des mecs perdre leur poste à cause d'une histoire de cul? Parce que, je sais pas, parce que le directeur, il est sorti avec la secrétaire ou avec la nana par-ci ou par-là, et que ça se retourne contre lui, parce que la nana, qu'est-ce qu'elle fait derrière? Et ben la nana, elle va tout simplement faire ce dans quoi elle excelle, c'est-à-dire la rumeur. Elle va discuter avec ses copines à droite à gauche, va dire que machin, là, il est sexiste, ou... En gros, vous allez vous faire et c'est encore pire aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a 14 ans, déjà, c'était dangereux, mais c'est encore plus dangereux aujourd'hui, hein. Entre MeToo, sexisme, LGBT, etc. Aujourd'hui, une femme a le pouvoir de détruire votre carrière si elle veut le faire. Je vous invite à bien vous rendre compte de ça. C'est hyper important. Soyez objectif, regardez autour de vous. Aujourd'hui, une femme a les pleins pouvoirs pour démolir votre carrière si elle a envie de le faire. Et ça peut aller très vite. Parce que là, vous allez peut-être dire « Ouais, mais il faut tomber sur une nana un peu énervée, machin. » Non, il suffit juste que vous couchiez avec une nana, que cette nana-là ait envie de se mettre en couple avec vous et que vous ne vouliez pas, et que cette nana se sente abusée, floutée, parce qu'elle va se dire « Ah ouais, en fait, tu veux juste coucher avec moi, mais tu m'as prise pour une fille facile, tu m'as prise pour ceci, tu m'as prise pour cela. » Il suffit juste qu'il y ait ce dialogue intérieur dans sa tête. Et à partir de là, si elle a envie de se venger, c'est elle qui va gagner. Parce que en cas de conflit entre une nana et vous, c'est la nana qui va gagner, c'est pas vous. Donc vous allez ramasser vos pots cassés. Est-ce que vous êtes prêt à mettre en danger votre carrière professionnelle pour une histoire de cul? J'espère que vous avez l'intelligence de comprendre que la réponse est non. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et si vous le faites quand même, vous ne pourrez pas dire que tonton Mike vous a rien dit. C'est pour cette raison-là que depuis 14 ans que je suis dans le game, je me suis toujours refusé de rencontrer quelqu'un sur mon lieu de travail. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait et je n'ai jamais eu de regret avec ça. Parce que j'ai toujours pris cette décision de faire des rencontres dans des cercles externes où je ne suis pas amené à recroiser justement une collègue de travail ou autre. Donc, travail, cercle social, etc., on élimine.
Ensuite, vous avez bien évidemment les clubs et les associations. Par exemple, si vous faites du badminton, du handball, etc. Alors, oui, ça marche pour certains. Ça marche si vous avez la fibre sociale, que vous êtes pote avec tout le monde, etc. Et que vous avez compris le game de la séduction, parce que sinon, vous allez vous faire friendzone. Donc déjà, il faut avoir pas mal de cordes à son arc. Mais là, surtout, on en revient au problème que c'est aussi un cercle fermé. Les clubs, les associations, les machins. C'est-à-dire que si vous vous plantez, si vous faites de la merde, comme avec votre cercle social, ça va se retourner contre vous. Vous allez voir soit l'image du mec qui s'est fait friendzone par machin, donc toutes les nanas vont le savoir, donc vous allez être cramé auprès de tout le monde. Et dans le pire des cas, vous allez avoir l'image du dragueur, ce qui est encore pire. Et alors là vous êtes sur liste rouge de tout le monde. Déjà des nanas parce que vous auront collé l'étiquette du dragueur. Et côté mec également, parce que comme vous aurez l'étiquette du dragueur, vous aurez l'étiquette du mec pas fiable qui va essayer de venir pour piquer leur nana. Et du coup, vous serez invité nulle part, vous serez mis à la porte, et on vous fera comprendre gentiment que ce serait bien que vous alliez ailleurs, quoi. Et ça arrive souvent, même dans des clubs de salsa, par exemple, ça arrive souvent. Tous les mecs savent parfaitement que les mecs qui viennent dans des cours de salsa, votre motivation principale, ils savent très bien que c'est les nanas. Ils le savent, ils sont pas cons. Prenez pas les gens pour des cons. Quand vous allez au cours de salsa, ils savent très bien que vous venez pour les nanas. Ils le savent. Donc, si derrière vous arrivez, vous dansez, mais qu'en fait vous essayez de les prendre pour des cons en approchant les nanas à droite à gauche, et que ça se passe mal, derrière, même conséquence. Vous allez avoir cette étiquette qui va vous coller à vie. À partir de là, vous êtes mort. Donc, on se rend compte que ces moyens de rencontre-là, ils sont très très vite. Déjà, ils sont dangereux. Encore plus aujourd'hui. Déjà, ça a été il y a 14 ans, mais là, c'est encore plus dans le monde d'aujourd'hui. Donc voilà. À vos risques et périls, faites vos propres choix. En ce qui me concerne, comme dirait l'autre, la question est vite répondue. Donc c'est pour ça qu'il y a 14 ans, je me suis intéressé à la drague de rue et à la drague de soirée. Parce que c'était les deux seuls moyens de rencontrer quelqu'un dans un cercle ouvert. Cercle ouvert, je rappelle la définition, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez rencontrer quelqu'un, et si avec ce quelqu'un ça ne passe pas, ça n'a aucune conséquence sur votre vie parce que c'est une personne que vous n'êtes pas amené à recroiser. Sauf si bien sûr vous habitez dans un village. Mais, en général, les personnes qui font le programme abondance ou qui sont chez DDP, vous avez plus tendance à vivre en métropole qu'en reste campagne. On a des clients qui parfois sont en reste campagne, mais justement ils font appel à nous ces personnes-là parce que ils ont vite fait le tour du coin, tout simplement. Donc drague de rue, drague de soirée, ça c'est le gros avantage, c'est que vous êtes en cercle ouvert. Donc là, le choix est quasiment illimité, surtout si vous habitez dans une grande ville. Parce que là, en gros, vous y allez, ça marche pas, c'est pas grave, il y en a d'autres, et cette nana, vous n'allez pas être amené à la recroiser. Alors, sur le moment, je m'en rendais pas compte, mais le gros problème de la drague de rue et de la drague de soirée, c'est que ça nécessite une quantité d'efforts astronomiques pour avoir un résultat, encore plus si vous débutez. Si vous accédez, au bout d'un moment, quand vous avez de l'expérience, oui, c'est plus facile, mais ça demande quand même beaucoup d'efforts. Et combien de fois j'ai vu des débutants se lancer dans la drague de rue et me sortir des trucs du type, écoute, j'ai approché 500 nanas différentes dans la rue, j'ai obtenu 10 ou 15 numéros. Parmi ces 10 ou 15 numéros, il y en a 3 que j'ai vus en rendez-vous et les 3, je me suis fait friendzone. Combien de fois j'ai entendu ce genre de trucs ? Tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, ça c'est quelque chose que je dis souvent, c'est pour ça que la drague de rue, généralement, le temps de vie d'une personne qui s'y intéresse, c'est 2-3 mois maximum. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui s'intéressent à la drague de rue, quelques mois après, ils en font plus ? Vous avez jamais remarqué que les gens qui vous disent « Ouais, je vais faire une approche par jour, une approche par semaine », 2 mois après, ils ont tous abandonné dans 99,9% des cas. Mais voilà, c'est pour ça. Et les gens abandonnent pourquoi ? Parce que déjà, il faut un courage assez puissant pour se lancer. Il faut beaucoup de rigueur. Et surtout parce que c'est une dépense d'énergie monumentale. Vraiment. Alors, quand on a 20 ans, ça peut encore passer. Parce que je m'en rappelle, il y a 14 ans, quand j'ai commencé le game, j'avais 19 ans. Il y a 19 ans, j'allais en cours, je picolais le soir, je dormais 5 heures par nuit, j'allais au sport et puis j'allais draguer dans la rue, etc. Et ça marchait parce que j'avais 19 ans. Donc, j'avais le bénéfice de l'âge. Et puis surtout, à part les études, je foutais pas grand-chose. Les seules choses que je faisais à cet âge-là, c'était étudier, geeker
et draguer. C'est les 3 seules choses que je faisais. Je faisais rien d'autre. Le problème, c'est que on vieillit tous. Et au bout d'un moment, en fait, quand vous avez plus le bénéfice de la jeunesse à 19 ou 20 ans, au bout d'un moment, vous rendez compte que votre quantité d'énergie est limitée. La première fois que j'ai commencé à ressentir ça, c'est vers mes 28-29 ans. Alors, ceux qui écoutent cet audio, qui ont 50 ou 60, vous allez me rironner, vous allez me dire « Ouais, mais Mike, putain, machin ». Et vous avez raison, mais je n'ai pas encore 60 ans. Donc, je me rends pas encore compte de ce que ce sera plus tard. Et même, je le vois avec ma mère. Ma mère, elle a 60 ans, elle est à 2 années de la retraite. Ma mère, elle est épuisée, elle en a marre de bosser, elle a plus envie de se faire chier. Ma mère, elle a juste envie de profiter de la vie et du temps qui lui reste. Elle a envie de profiter de la jeunesse qui lui reste. Elle est terrorisée par ça, d'ailleurs. Et ça, c'est un truc que je retrouve souvent, d'ailleurs. C'est passer la quarantaine ou la cinquantaine. Ce que je remarque beaucoup, c'est que les gens deviennent obsédés par le gain de temps parce qu'ils se rendent compte que le temps passe de plus en plus vite. Et ils ont bien raison, d'ailleurs. Parce que c'est d'où l'importance de vouloir chercher à avoir des résultats le plus vite possible et pas d'attendre 10 ans. Parce que si vous attendez 10 ans, vous avez perdu 10 années de votre vie. Tout simplement. Donc, tout ça pour dire, vous avez une quantité d'énergie limitée et plus vous avancez dans l'âge, plus vous allez vous rendre compte que votre énergie, vous en avez de moins en moins. Donc, c'est la raison pour laquelle la drague de rue, la drague de soirée, c'est bien quand on a 19 ou 20 ans, mais généralement, quand on passe la trentaine, en fait, on se rend compte que ça ne marche plus, que ça demande trop d'énergie, et que il va falloir optimiser tout ça. Encore plus quand vous ajoutez le facteur carrière par-dessus, parce que quelle est la grosse différence entre quand on a 19 ans et quand on a 30 ans, ou quand on a 40 ou quand on a 50 ? C'est que vous avez votre carrière qui se rajoute par-dessus. Et depuis que j'ai passé les 30 ans, moi je suis en plein dedans aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais une soirée, que je me dis je vais picoler, je vais sortir, je vais aller jusqu'à 3-4 heures du matin, etc., la variable que je dois maintenant prendre en compte par rapport à ça, c'est ma gestion d'énergie par rapport à tout ce que je fais à côté de la vie. C'est-à-dire que je fais du sport, que je vois mes potes, que je gère mon entreprise, etc. Ce qui me prend énormément d'énergie. Aujourd'hui, ce qui me prend le plus d'énergie dans mon quotidien, c'est la gestion de mes entreprises. Ça me demande une quantité phénoménale d'énergie. Et c'est pour ça que ça fait des années que je ne fais plus du tout de drague de rue, que ça ne m'intéresse plus, et que des rencontres en soirée, etc., j'en fais de moins en moins également. Il y a une époque, d'ailleurs, je me rappelle, je crois que je devais avoir 24 ou 25 ans. Il y a une époque, je disais, putain, quand j'aurai 40 ans, moi, je continuerai de sortir, vivre le monde de la nuit, etc. Je disais ça à une époque. C'était l'époque où je sortais 3 fois par semaine. Là, ça fait des années que j'ai arrêté de sortir 3 fois par semaine. Déjà, j'ai beaucoup moins envie, mais surtout parce que je dois gérer mon énergie. On a une quantité d'énergie limitée. Et ça, si vous voulez, il y a 14 ans, vous étiez quand même obligé de faire avec. Parce qu'il y a 14 ans, le monde était très différent. Et que, j'ai expliqué pourquoi. À part les soirées et les rues dans la rue, vous n'aviez grosso modo aucun autre moyen de rencontre. On a éliminé les autres options, je vous ai expliqué pourquoi. Sauf que vers les années, je crois que c'est vers 2012-2013 grosso modo, il y a eu une évolution, je dirais même une révolution majeure dans les rencontres amoureuses, c'est l'arrivée des applications. Parce que en 2008, quand j'ai commencé, l'iPhone ça n'existait pas, pour rappel. On avait les vieux téléphones. J'avais un Motorola à clapet. C'était bien d'ailleurs. C'était marrant comme téléphone. Où vous deviez compter le nombre de caractères d'SMS que vous envoyiez. Sinon, vous payez 30 centimes de plus. Ceux qui ont plus de 30-35 ans, vous me comprenez. Vous avez connu cette époque, vous aussi. Et donc, du coup, à partir de 2012-2013, arrivée de l'iPhone, etc. Et surtout, arrivée déjà des réseaux sociaux, mais surtout de Tinder. Et je dirais même Tinder plus les réseaux sociaux. Parce que avant Tinder, il y a eu Facebook. Facebook, vous en êtes pas rendu compte, mais Facebook, c'était aussi un site de rencontre déguisé avant l'heure. Facebook a existé avant Tinder. Et déjà, les rencontres sur Facebook, c'était des choses qui se faisaient à l'époque. Ça restait, ça restait un truc de niche. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se rencontraient sur Facebook, etc. Mais c'est quelque chose qui se faisait. Et puis ensuite, surtout, c'est Tinder qui est arrivé. Et là, putain, Tinder, ça a tout changé. Quand Tinder est arrivé, on est rentré dans un monde où vous avez le pouvoir de rencontrer
je vais pas dire n'importe qui parce que les gens qui sont pas inscrits sur Tinder pouvaient pas les rencontrer, mais à l'époque, vous aviez cette sensation d'avoir entre vos mains un téléphone qui vous permet de rencontrer n'importe quelle femme en France et dans le monde simplement en échangeant des messages. Et ça a été une révolution. Et ensuite est venu de pair avec cette révolution toutes les techniques qui sont arrivées derrière et que je vous enseigne d'ailleurs sur DDP, c'est-à-dire la possibilité de copier-coller des messages, la possibilité de discuter avec plusieurs personnes en même temps, la possibilité de prévoir en avance vos rendez-vous, la possibilité de vous créer un pool de nanas que vous allez relancer de manière alternative. Et ça a été un changement majeur dans les applis de rencontre parce que du coup, et là ce que je vous dis quelque part, essayez de vous en rendre compte quand même. Vous demandez l'avis à la majorité des mecs, ce que Tinder a apporté, etc. Il y a beaucoup de mecs qui vont avoir un avis négatif, qui vont dire que Tinder c'est de la merde, Instagram c'est de la merde, Facebook c'est de la merde, que ça a perverti les rencontres amoureuses, etc., etc. Mais fondamentalement, les personnes qui vous disent ça, ce sont des personnes qui en fait n'ont jamais compris cette révolution. Un peu comme avec les IA en ce moment. Ça, à mon avis, ça va être la prochaine révolution. La prochaine révolution, ça va être les intelligences artificielles. Et que vous le vouliez ou non, parce que ça c'est un truc que je dis de manière assez franche, assez honnête, que vous le vouliez ou non, les intelligences artificielles vont avoir un impact sur les rencontres amoureuses. De quel ordre, on ne sait pas encore, c'est difficile à dire. Ma prédiction, c'est que ça va faire des changements, ça va pas être le cataclysme, mais ça va avoir des changements majeurs. Et que vous le vouliez ou non, ça va arriver. Et en fait, vous avez seulement deux options, vous avez seulement deux choix. Soit vous subissez l'évolution parce que vous n'y comprenez rien, et du coup, vous allez pas pouvoir en profiter, puis surtout, vous allez la subir. Ou soit vous en profitez, tout simplement. Et Tinder, à partir de 2012, c'était exactement ça. Et déjà, à l'époque, dans le milieu du game, il y avait déjà la guéguerre entre les PUA, entre guillemets, de l'époque. Il y avait la guéguerre entre ouais, Tinder, c'est de la merde, rien ne vaut le street, la drague à l'ancienne, machin. Il y avait un débat dans les communautés, c'était ça. Le débat, c'était de dire, si t'es un vrai player, si t'es un vrai séducteur, tu dois aller draguer dans la rue, tu dois sortir en soirée. Parce que tu dois aller sur le terre-terre, tu dois aller à l'ancienne, tu dois aller prendre des râteaux à l'enseigne, tu dois y aller avec la bite et le couteau, etc. Et à l'époque, c'était ça le slogan. Et moi, ces mecs-là, ils me font rire. Parce que pour moi, c'est des mecs qui se sont pas adaptés aux évolutions. C'est des mecs qui ont refusé de saisir l'opportunité des applis de rencontre par pur ego. Parce qu'ils étaient en mode ouais, non, c'est pas un vrai truc, non, il faut machin. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est des mecs qui sont jamais sortis de ce paradigme-là. Et aujourd'hui, pour beaucoup, c'est des mecs qui galèrent. C'est des mecs qui sont complètement, en tout cas dans le milieu du game, je parle pas des autres, mais dans le milieu du game, c'est des mecs qui sont hors circuit aujourd'hui. Et du coup, je reviens au sujet d'avant. Quand vous écoutez quelqu'un qui vous dit ouais, les applis, c'est pire, c'était mieux avant, etc., ça, c'est juste le discours d'une personne qui a refusé de s'adapter au monde d'aujourd'hui et qui en subit les conséquences. Et ça, c'est comme ça depuis des centaines d'années. Vous avez toujours des gens, vous avez une révolution qui arrive, il y a des gens qui s'en saisissent, qui s'y adaptent et qui en profitent. Et il y a les gens qui veulent pas. Et en France, il y en a beaucoup, parce que la France, c'est un pays où on est particulièrement rétif au changement. Et ces personnes-là, tôt ou tard, finissent par être obsolètes. Vous avez ça pour tout. Quand l'électricité est arrivée, il y a des personnes qui l'ont vu comme une opportunité, il y a des personnes qui ont levé les bras au ciel en disant « Oh mon Dieu, on va tous finir au chômage, c'est fini, c'est la crise ». Eux, ils ont peut-être fini au chômage, mais après, il y a d'autres métiers qui sont créés. Là, avec l'intelligence artificielle, ça va être pareil. Il y a des métiers qui vont disparaître. Et les gens que vous entendez en train de crier contre l'intelligence artificielle, ce sont les gens qui se sentent menacés par l'intelligence artificielle. Exemple, je discutais d'ailleurs avec une nana, parce que je vois une nana en ce moment en Pologne qui est photographe. La nana est particulièrement remontée contre les intelligences artificielles parce qu'elle est en train de dire que ça risque de détruire son métier. Et on parlait de ça, je lui disais, oui, c'est un risque. Moi, la question que je te poserais, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour anticiper ce risque-là et ne pas être prise au dépourvu. Et encore, je pense que les photographes, c'est pas les pires. Les pires, par rapport à l'intelligence artificielle, je pense, c'est par exemple les graphistes, les mecs qui font des dessins.
Aujourd'hui, on a des IA qui sont capables de rédiger en 20 secondes des dessins absolument époustouflants. J'avais vu passer d'ailleurs une pub à un moment, je crois la première boîte à franchir le pas, c'est Martini. Il y a une campagne de pub qui a été faite intégralement avec une intelligence artificielle par Martini. Et Martini a purement et simplement dégagé toute l'équipe de graphistes qui était en place et qui faisait les pubs. Maintenant, ils font faire une IA, ils se font plucher. Alors après, on peut crier, on peut dire « Ouais, Martini, bande de connards capitalistes de machin ». Ouais, mais à la place de Martini, vous feriez quoi ? Juste, on réfléchit de manière un peu responsable. Imaginez, vous êtes PDG de Martini. Vous avez une révolution qui est en cours et vous savez que si c'est pas vous qui s'en saisissez, ce sera vos concurrents qui vont le faire. Et si c'est vos concurrents qui vont le faire, vos concurrents ils vont vous balancer dans le platane et vous mettez en danger en fait toute votre société finalement. Donc quel est le choix de la responsabilité ? Est-ce que vous êtes dans les premiers ? Parce que si vous ne le faites pas, c'est un de vos concurrents qui le fera. Ou est-ce que vous laissez un de vos concurrents le faire et mettez en danger, non pas l'équipe de graphistes, mais potentiellement toute votre société ? C'est exactement le débat. Et ça, on l'a eu sur... Vous regardez dans le passé, même l'arrivée du téléphone portable, il y a plein de gens qui ont dit « Ouais, c'est nul, ceci, cela ». Ou tiens, un autre exemple. L'arrivée de la photographie numérique, notamment avec les smartphones. Quand c'est arrivé, vous avez des boîtes qui ont décidé d'en profiter parce qu'ils ont compris la révolution. Et vous avez une autre boîte que vous connaissez forcément, je crois c'est Kodak, il me semble. Vous avez des boîtes comme Kodak qui ont regardé en prenant de haut le truc et qui ont dit ouais, non, c'est nul, nous, la photo, on a compris, machin. Donc, les dirigeants de Kodak, ils ont regardé de haut la révolution arriver, ils se sont dit ouais, mais non, machin. Ils n'y ont pas cru. Et résultat, quelques années après, ils ont coulé. Même chose avec l'arrivée de l'iPhone, avec BlackBerry, pour ceux qui ont connu. Si vous avez moins de 30 ans, vous n'avez peut-être pas connu le BlackBerry. Si vous êtes plus de 30 ans, vous connaissez cette marque. Je m'en rappelle très bien, avant de l'arrivée de l'iPhone, BlackBerry, c'était la marque des pros. C'était la marque du téléphone business. Quand vous utilisiez un BlackBerry à l'époque, vous étiez vu comme le businessman à succès. C'était l'image qui était envoyée par le BlackBerry parce que c'était le téléphone tendance du cadre qui a réussi. Et ça, c'était avant l'iPhone. Ensuite, l'iPhone est arrivé et l'iPhone a coulé BlackBerry en 2-3 ans à peu près. Et BlackBerry au début, ils n'y ont pas cru. Au début, ils se sont dit « mais non, mais nous, on est les meilleurs, nous, on fait ci, nous, on a l'expérience, nous, machin ». Ils ont refusé de s'y adapter. Résultat, ils ont coulé, tout simplement. Et les relations amoureuses, c'est exactement ça. Parce que j'en reviens au sujet de Tinder. Vous avez des mecs, Tinder est arrivé. Il y a des mecs comme moi, parce que oui, je le revendique. C'est quelque chose que je continuerai de faire d'ailleurs dans les années. Moi, j'aime particulièrement tout ce qui est évolution technologique, révolution, etc. Et quand il y a une nouveauté qui arrive, même si ça met potentiellement en danger ce que je fais, j'embrasse cette nouveauté. Et je m'en sers tout simplement. Donc moi c'est la position que j'ai vue quand Tinder est arrivé. Et après il y avait d'autres mecs qui disent ouais mais non Tinder ça marchera jamais, c'est de la merde machin. Ces mecs là ils ont complètement loupé le coche. Et aujourd'hui j'en rencontre de moins en moins parce que quand même avec le temps les gens finissent par s'y adapter. Ça m'arrive encore de rencontrer aujourd'hui des gens qui refusent totalement d'être inscrits sur le moindre réseau social ou la moindre application de rencontre et qui sont en mode « ouais, les rencontres, ça se fait naturellement, machin », je vous le donne en mille, ces personnes-là, ils sont toujours célibataires. Et le seront encore pendant très longtemps. Parce qu'il y a eu une révolution il y a 10 ans dans les rencontres amoureuses et que vous le vouliez ou non, c'est pas le débat en fait. Qu'on aime les réseaux sociaux ou non, c'est pas le débat. Je vais vous dire, je suis pas spécialement fan des réseaux sociaux non plus. Je passe pas ma vie sur Instagram, je passe pas ma vie sur Facebook. Enfin, même Facebook, j'y suis quasiment plus parce que c'est un réseau qui est has-been maintenant. Je suis pas un addict des réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, il y avait les skyblogs, pour ceux qui ont connu. Les skyblogs, ça me faisait chier à l'époque. Et d'ailleurs, les skyblogs, je m'en suis pas servi et du coup, j'ai complètement raté le coche à cette époque-là. Et je suis pas spécialement fan de ces trucs-là. Par contre, ce que j'ai appris à faire
et c'est là où j'y trouve mon compte, c'est qu'en fait, ces outils, vous n'avez pas besoin d'être un expert ou de particulièrement les aimer pour vivre. Ces outils sont des outils qui sont utilisés par la masse et qui peuvent servir vos intérêts, notamment vos intérêts amoureux. Instagram, aujourd'hui, je m'en sers pour deux choses. Je m'en sers pour le boulot et je m'en sers pour les rencontres amoureuses. Et c'est tout ce à quoi ça me sert. J'ai pas envie d'être un influenceur, j'ai pas envie de passer ma vie dessus, j'ai pas envie de machin. Et c'est comme ça que d'ailleurs j'ai conçu la machine à encart, c'est le nom de la méthode qu'on a donnée pour Instagram. Pourquoi je l'ai appelée la machine à encart? Parce que justement, j'ai expérimenté Instagram, j'ai testé des nouvelles méthodes que je suis le seul d'ailleurs aujourd'hui à enseigner et je le revendique. Aucun concurrent ne fait ce que je propose sur Instagram. J'ai détourné l'usage d'Instagram, qui initialement est conçu pour les influenceurs compagnie, ou pour les gens qui veulent raconter leur vie sans aucun autre objectif. J'ai détourné cet usage-là pour créer une méthode à votre service qui vous permet d'avoir des rendez-vous extrêmement facilement avec une nana, qui permet de diviser par 3 minimum le temps de text game pour rencontrer une nana, qui vous fait finalement gagner énormément de temps. Et ça, c'est une méthode à votre service, en détournant l'usage des réseaux sociaux. Parce que, rendez-vous compte, il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on disait en séduction? Il y a 10 ans, vous vouliez revoir quelqu'un, il fallait prendre le numéro de téléphone. À l'époque, il n'y avait que les SMS. Et putain, pour discuter avec une nana, il fallait être patient, hein. C'était long, c'était chiant, il fallait relancer, etc. Putain, ça prenait des plombes. Ensuite, Tinder est arrivé, et au début, les réseaux sociaux, j'avais pas encore compris à quoi ça servait. Donc du coup, à l'époque, au début de Tinder, je m'étais enfermé dans le SMS game et puis ensuite le WhatsApp game. Ça, oui, ça marchait. Je vais pas dire que ça marchait pas. Ça fonctionnait. Mais ça prenait quand même beaucoup de temps. Et là, depuis que j'ai beaucoup plus compris le fonctionnement d'Instagram et des réseaux sociaux de manière générale, bah en fait, j'ai détourné cet usage-là pour accélérer la rencontre. Donc, ce qui fait que grâce à ça, vous avez la possibilité d'utiliser un système qui vous permet de rencontrer, alors, j'allais dire plus de femmes en moins de temps. Mais là, je sais qu'il y en a 2-3 parmi vous qui vont dire « Non, moi, j'ai pas envie de rencontrer des millions de femmes. Moi, j'en veux juste une, machin. » Ok, bah, supposons que vous n'avez pas envie de rencontrer des dizaines de femmes différentes. Si vous avez une nana en vue, ça vous permet de la rencontrer 10 fois plus rapidement sans avoir besoin de passer votre vie à faire du text game, à dire salut, ça va, envoyer des images, des machins, tiens, t'as fait quoi, t'es dispo quand, etc. Parce que ça, c'est un peu le monde d'avant. Et là, aujourd'hui, c'est obsolète. Instagram vous permet de gagner du temps. Instagram vous permet de switcher beaucoup plus rapidement du virtuel au réel. Et ça, c'est une révolution qui est intervenue il y a quelque temps. Et à mon avis, la prochaine révolution qui va arriver, bah, ça va être les intelligences artificielles. Alors, je suis encore incapable aujourd'hui de vous dire à quelle hauteur ça va changer, ça va impacter les rencontres amoureuses. Mais je vous le dis, il va y avoir un impact. Et il n'y aura que 2 possibilités. Soit vous ferez partie des gens qui l'auront compris en premier, avant tout le monde. Et vous aurez beaucoup plus de résultats que tout le monde parce que vous allez être un pionnier, tout simplement. Ou soit vous allez faire comme Kodak, comme BlackBerry, etc. Vous allez dire ouais mais non mais moi je veux rester moi-même, je veux pas changer, puis c'est pas à moi de faire les efforts, c'est aux gens de m'approcher, etc. Ben, si vous vous enfermez dans cette posture-là, vous allez complètement rater le coche. Personne ne s'intéressera à vous et ce seront les autres qui en profiteront, tout simplement. Parce que je rappelle une chose quand même qui est importante. Je sais qu'il y en a toujours qui détestent quand je rappelle cette réalité, mais c'est la réalité. Je rappelle que vous êtes en concurrence. Je rappelle que plus vous allez vers des nanas jolies et plus vous êtes en concurrence. Aucune exception. Parce que je sais qu'il y a toujours 2-3 qui vont dire « Non, mais moi, les filles que j'approche, c'est pas pareil, c'est des filles bien, etc. » Les gars, ça fait 14 ans que je fais ça. Des filles bien, j'en ai rencontré beaucoup. J'ai été en couple aussi avec des filles bien. C'est pourquoi j'étais en couple, justement. Les filles bien font aussi tourner les enchères entre les mecs. N'importe quelle fille a toujours au moins 2-3 mecs qui lui tournent autour, minimum à tout instant. Toujours. Les nanas où il y a 0 mec qui leur tourne autour, j'allais dire c'est les plus moches, mais en fait même les nanas vraiment moches, je vous jure, c'est hallucinant.
Une fois, j'ai rencontré une nana comme ça. C'était pas sur Tinder Company, je vous rassure. C'était la meilleure amie d'un mec qui était dans le game que j'avais connu à l'époque. Et cette nana-là, ouais, je dis pas ça pour être méchant, mais cette nana-là était en obésité morbide. Elle ressemblait vraiment, mais voilà, bon, vous m'avez compris. Je vais pas aller plus dans le détail parce que j'aime pas décrire les gens de manière négative. Mais objectivement, cette nana était en obésité morbide. Et évidemment, elle était célibataire depuis très longtemps. Et d'ailleurs, quand je discute avec elle, elle me racontait souvent des cas où ça arrivait souvent qu'elle me disait, elle allait en rendez-vous, le mec arrivait, lui faisait la bise, et en fait, le mec lui disait ah désolé, ça va pas être possible, et il se barrait. Et en fait, il se barrait pourquoi? Bah parce que la nana, elle trichait un peu sur les photos et en fait, on voyait pas qu'elle était en obésité morbide. Elle faisait la fameuse petite astuce où elle se prend en photo et elle coupe la photo au niveau de ses seins. Donc du coup, vous avez l'impression qu'elle a des seins énormes et en fait, vous voyez pas ce qu'il y a en dessous. Ce que vous voyez pas en dessous, c'est qu'il y a un énorme bide. Ça, c'est les petites tricheries que font souvent les nanas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, et cette nana-là, elle avait en permanence des mecs qui lui tournaient autour, je vous jure. Je vous jure, elle en avait toujours au moins 2 ou 3. Elle était jamais en pénurie de mecs. Jamais. Et aussi longtemps qu'elle était célibataire, elle continuait de parler avec plusieurs mecs en même temps. Et en 14 ans, je n'ai jamais rencontré de ma vie une seule nana qui ne parle pas à plusieurs mecs en même temps. Ça n'existe pas, elles le font toutes. Elles vont peut-être vous dire oralement, oui, mais moi, je cherche l'amour, machin. Ouais, mais elles parlent toujours à plusieurs mecs à la fois. Toujours, toujours, toujours. Donc, ça, il faut bien le comprendre, c'est que vous n'êtes pas seul. Et pire que ça, plus vous allez aller vers des nanas jolies, intelligentes, etc., plus la concurrence sera forte. Ça, c'est ce que j'enseigne dans un de mes programmes de formation avec le triangle amoureux. Le triangle beauté, intelligence et disponibilité. Je réexplique rapidement comment ça fonctionne. Une nana qui est belle, et là je sais que vous allez me dire mais j'en connais une, machin. Non, les gars. Une 10 sur 10. Quand je dis 10 sur 10, me sortez pas la nana que vous avez matchée hier soir avec Tinder. Non, je vous parle de la vraie 10 sur 10. Je rappelle d'ailleurs que dans le game, on dit toujours HB8, HB9, etc. Donc, pour faire des classifications sur 10. HB, ça veut dire Hot Babe. Donc, s'il vous plaît, respectez la notation de Mystery, puisque ça vient de Mystery, ça. C'est le père fondateur du game. Quand vous mettez HB10 avec une nana, ça veut dire que c'est limite la plus belle femme du monde. Donc, me sortez pas parce que ça, j'ai déjà vu des personnes le faire, même sur ma commune d'ailleurs, j'en ai vu le faire. Arrêtez de me sortir, ouais, hier j'ai eu un date avec une HB10. Non, c'est pas une HB10. Une HB10, vous en croisez une fois tous les 6 mois. C'est ça une HB10. Une HB10, c'est la meuf parfaite physiquement. Ok? Donc, le triangle amoureux, c'est une HB10. Quand je dis HB10, c'est HB10. Une HB10, très intelligente, cultivée, etc. et célibataire disponible, ça n'existe pas. Je vous le dis. C'est le triangle amoureux, c'est en gros choisir ce sur quoi vous êtes prêt à faire des concessions. Et c'est l'un de ces 3 paramètres. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous faites une concession sur le physique de la nana, sur son niveau d'intelligence, ou sur la difficulté de l'avoir parce qu'elle va être très peu disponible. Parce que globalement, c'est ça le triangle amoureux. Ça veut dire que quand vous rencontrez une HB10 disponible, bah, généralement, elle est conne. Regardez autour de vous, vous en connaissez forcément. Vous regardez à la télé, regardez TPMP, il y en a beaucoup. Quand vous rencontrez une nana très cultivée, très intelligente et disponible, bah, généralement, elle n'est pas très belle. Je ne vais pas dire qu'elle est moche, mais généralement, ce n'est pas forcément une femme attirante. Et quand vous rencontrez une HB10 cultivée, intelligente, etc., parce qu'il y en a, et ben là, la contrepartie, c'est que souvent, elles sont déjà prises. Ce type de nana est très peu souvent célibataire et très peu disponible. Parce que ce type de nana est la nana la plus désirée par c'est le plus petit dénominateur commun de tous les hommes. C'est le type de nana que tout le monde veut. Tout le monde veut la HB10 cultivée, modeste, intelligente, avec une carrière qui est indépendante, machin. Tout le monde veut la nana équilibrée. Mais ce type de nana, j'en ai déjà rencontré, ce type de nana-là est très peu disponible. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, ma dernière ex, avec qui j'étais en couple pendant 3 ans, elle, c'était une nana comme ça. C'était une nana très très belle, c'est-à-dire 1m80, jeune, jolie, etc.
Enfin, elle me racontait des trucs. Quand on était ensemble, elle me racontait, des fois, elle se promène dans la rue, il y a des mecs, genre, ils roulent en voiture, il y a des mecs qui font demi-tour en pleine rue en faisant des drifts et tout. Genre, limite, elle flippait, quoi. Genre, je vous laisse imaginer la scène. Imaginez, vous êtes une nana, vous vous promenez dans la rue, il y a une voiture qui passe et vous entendez le mec derrière faire hey! Comme ça, et en fait, il fait un méga drift pour revenir et aborder la nana. Et ça arrive souvent. Ou une fois même, c'est arrivé au moins 2 fois, je crois, de mémoire, où des fois, elle allait boire un coup avec ses copines, elle arrivait en première, donc elle s'installe et elle se pose en 2 minutes. Il y a toujours, même pas 2 minutes, il y a toujours un ou deux mecs qui viennent l'aborder direct, quoi. Et ça arrivait tout le temps. Et c'était tout le temps des trucs comme ça parce que voilà, bah en plus elle avait beaucoup de charme et tout. Donc elle se faisait tout le temps open. En plus, elle était relativement intelligente, cultivée, etc. Par contre, cette nana-là, quand je l'ai rencontrée, j'ai l'humilité d'admettre que j'ai eu que la chance a joué en partie dans le fait qu'on ait pu être ensemble après. Pourquoi ? Parce que quand on s'est rencontrés, j'étais au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire, j'étais dans la petite fenêtre de tir où elle commençait à s'ouvrir à la possibilité de « tiens, j'ai peut-être envie de me remettre en couple, etc. » Mais avant ça, elle voyait plusieurs mecs différents. Elle voyait même des mecs qui étaient prêts à la payer comme escort girl, des mecs qui étaient prêts à la payer pour niquer aussi. Elle recevait tout le temps des propositions comme ça. Et un de ces plans cul qu'elle fréquentait à l'époque, voilà, la nana était tellement élégante, tellement belle qu'en fait, il voulait la payer pour qu'elle l'accompagne en soirée, en mode escort girl, quoi. Et c'était tout le temps des trucs comme ça. Et ben, cette nana-là, je l'admets, j'ai eu la chance à jouer un rôle, clairement. Parce que si je l'avais rencontré 3 mois après, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de relation possible parce que je serais arrivé après le timing. Et il y a des femmes que j'ai rencontrées, j'en ai pas rencontré des millions non plus dans cette catégorie, mais souvent, j'ai remarqué que ce type de nana, voilà, qui est extrêmement belle, intelligente, etc., sont très peu disponibles et que si vous voulez faire un truc avec elles, il faut avoir un peu de chance, il faut avoir du bon timing, il faut tomber au bon endroit, au bon moment. Et si c'est pas le cas, bah ce genre de nana est souvent en couple et en général, elles ont tendance à passer d'une relation à l'autre et quand elles sont célibataires, ça dure jamais très longtemps. Et donc du coup, l'une des seules manières de choper ce type de nana, bah il y en a pas 36 000, il faut apprendre la patience. Il faut apprendre à être patient. Il faut un peu se mettre dans une posture de guetteur quelque part, c'est-à-dire que vous allez être plus ou moins pote avec elle, vous allez continuer de vous fréquenter parce que vous dites que sa relation avec son mec un jour elle finira par s'arrêter et en gros bah, vous allez être dans les starting blocks pour saisir l'opportunité le jour où elle se présentera. Et ça fait peut-être un peu charognard à expliquer comme ça, mais je vous assure que ce type de nana se chope comme ça. À chaque fois, je suis rentré dans des cercles où il y avait des nanas comme ça. Il y a toujours des mecs en embuscade qui attendent parce qu'ils ont compris comment ça se passe. Donc, tout ça pour dire, voilà, ça c'est important de vous poser la question, quelle concession vous êtes prêt à faire ? Est-ce que vous faites une concession sur le physique ? Est-ce que vous faites une concession sur l'intelligence ? Ou est-ce que vous faites une concession sur la partie disponibilité ? Donc, c'est-à-dire que vous êtes prêt à accepter qu'il faut être patient et qu'il faut fournir beaucoup d'efforts pour choper ce type de nana parce qu'elles sont pas forcément faciles à capter. Ça, c'est un vrai choix à faire. Et donc, du coup, tout ça pour dire par rapport à triangle amoureux, appli de rencontre, etc. Ce que je veux vous dire, c'est que au-delà du travail, etc., parce que ça, évidemment, c'est toujours... Enfin, il y a pas de secret. Là, d'ailleurs, je vais en parler au début d'audio. Le post, le message qu'a laissé Aurel sur la communauté, c'est un peu ce qui ressort de ce qu'il dit. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Aurel, c'est un petit jeune, je crois, il doit avoir 24 ou 25, un truc comme ça. Il est entrepreneur, il monte sa boîte et il bosse. Aurel, c'est un putain de bosseur. Et comme c'est un putain de bosseur, bah, il a des putains de résultats. Voilà. Faut pas tortiller du cul, hein. Il y a pas 36 façons d'avoir des résultats. Il faut bosser. Il faut s'entourer des meilleurs, il faut se faire accompagner, etc. C'est une démarche que je fais aussi à titre personnel. Je me fais coacher aussi. Je me fais coacher sur la muscu, je me fais coacher sur le business, etc. Et c'est ça qui fait que j'ai de gros résultats. Parce que si je faisais pas ça, je pense pas que j'aurais autant de résultats. Donc ça, c'est déjà une chose qu'il faut retenir. Mais surtout, l'autre chose qu'il faut revenir, et ça va être un peu le mot de la fin de cet audio, c'est qu'il faut vivre avec son temps. Arrêtez de vivre à l'âge de pierre, avec des méthodes qui fonctionnaient il y a 30 ans, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Dédicace à tous les mecs qui disent « Ouais, mais moi, la rencontre, elle doit être naturelle, machin. » Je vous le dis, si vous êtes dans ce mood-là, vous allez attendre encore longtemps.
Et puis surtout, est-ce que vous êtes prêt à accepter de perdre les meilleures années de votre vie pour quelque chose d'hypothétique qui n'arrivera jamais? Si vous êtes un peu intelligent, vous allez dire effectivement, ça vaut peut-être pas le coup de gaspiller les meilleures années de ma vie comme ça. Donc, important de vivre avec son temps. Vivre avec son temps, ça veut dire s'adapter. C'est ce que font, j'avais parlé d'entrepreneuriat encore, mais ouais, c'est un bon exemple. Regardez toutes les sociétés autour de vous. Les sociétés qui ne vivent pas avec leur temps, qui ne s'adaptent pas, coulent et meurent toutes. Il n'y a pas d'exception. Les rencontres amoureuses, c'est pareil. Si vous ne vivez pas avec votre temps, si vous n'utilisez pas les outils du temps d'aujourd'hui, vous êtes mort. Les réseaux sociaux, par exemple, c'est exactement ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les réseaux sociaux, il y a 10-15 ans, on pouvait vous pardonner de ne pas avoir de compte Facebook, de ne pas avoir de compte Instagram, etc. Vous étiez pardonné. Ça passe parce que c'était un truc marginal. Mais là, aujourd'hui, sauf petite mention particulière, la seule exception à cette règle, c'est si vous avez plus de 50 ans. Parce que la génération plus 50 ans, c'est un peu particulier. C'est une génération qui est beaucoup moins réseaux sociaux, donc exception accordée pour cette génération-là. Mais si vous avez moins de 50 ans, aujourd'hui, ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est suspect. Si vous n'avez pas de compte Facebook, si vous n'avez pas de compte Instagram, c'est suspect. Ça veut dire que vous n'avez pas de vie. Ça veut dire que vous n'avez pas de vie intéressante. Et là, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais les gens qui pensent ça, c'est des connards superficiels. Peut-être. Mais c'est ce que penseront par défaut les gens. Aujourd'hui, imaginez que vous n'ayez pas de numéro de téléphone. Exemple con. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Imaginez qu'aujourd'hui, vous dites « Ouais, non, mais les téléphones, moi je suis contre, je préfère comme c'était avant, on s'envoyait des lettres, c'était cool, et puis mon téléphone filaire, il est bien. » Mais je vous le dis, si vous raisonnez comme ça, mais vous voyez l'extrême. C'est comme si vous disiez aujourd'hui j'ai pas envie d'avoir un 06 ou un 07 parce que je préfère l'ancien temps. Avec ça, vous allez juste passer pour un extraterrestre. C'est tout. Vous avez passé pour un vieux récalcitrant qui veut pas vivre avec son temps, qui veut pas s'adapter. Vous avez passé pour un vieux grincheux, en fait, avec ça. Le vieux grincheux du village qui veut pas s'adapter, qui est là, non, moi je vais envoyer des lettres comme avant. Et personne va venir vous parler. Parce que par défaut, on va se dire, lui, il est pas moderne. Lui, il vit pas avec son temps. Lui, il vit dans son monde imaginaire d'il y a 30 ans. Non. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Aujourd'hui, il ne vous viendrait pas à l'idée de ne pas avoir de numéro de téléphone, on est d'accord. Voire même de ne pas avoir de téléphone du tout. Aujourd'hui, on a tous un téléphone. Imaginez demain, vous croisez un mec, il n'a pas de téléphone. Et il va vous dire non, moi je veux pas de téléphone, machin. Vous allez l'inviter dans votre cercle social, un mec comme ça? Une nana qui... imaginez une nana rencontre un mec et le mec lui dit non, moi j'ai pas de numéro de téléphone, moi je suis anti-système. Mais la nana, vous croyez qu'elle va se dire quoi dans sa tête? Elle va se dire, mais il est perché, lui. Il va se barrer. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Quand vous n'êtes ni sur Instagram, ni sur Facebook, ni machin, c'est suspect. On va se dire, vous n'avez pas de vie. On va se dire, ou vous n'avez pas de vie intéressante. Ou alors vous refusez de vous adapter. Ou n'importe quelle autre raison de cette accalmie, mais dans tous les cas, c'est éliminatoire. Donc, c'est ça, vivre avec son temps. Vivre avec son temps, c'est regarder quels sont les outils utilisés aujourd'hui, quels sont les outils qu'utilisent les nanas pour faire des rencontres, et enfin, comment vous pouvez détourner l'usage de ces applications ou de ces outils pour avoir plus de résultats que la moyenne, en moins d'efforts, en un minimum de temps. Et ça, c'est ce qu'on vous enseigne chez DDP. Bon, j'ai fait un audio un peu plus long que prévu, mais j'espère que ça vous a inspiré. Et je vous souhaite une super journée.